qui disait « Je refuse la médiocrité ». Un chef d'entreprise, il se lève à 8h du matin, il fait son sport. Enfin... Il y a une question que je voulais aborder parce que... Il y a des... Tu me demandes, ça vaut combien ? 1 million. 1 million à un quart d'heure. Mais t'es malade. Est-ce que 2025, aujourd'hui, c'est porteur pour vous ? Est-ce que, par rapport à votre timing, c'est une année qui vous a fait... dont vous êtes content au niveau de vos affaires ? Tu l'as répété, la question, ou c'est un truc qui te sort naturellement ? Ça me sort Parce naturellement. que l'avantage, c'est que tu peux la faire en 2020, 18, Non, moi, c'est 2040... 2025. Ah, ouais. tous les crus sont pas les mêmes, mais après on s'adapte. Hein. De toute façon, c'est un métier qui est cyclique aujourd'hui. Donc tu vas avoir des années qui sont plus favorables que d'autres, mais justement, si tu veux, c'est là où tu performes à faire des choix judicieux face aux années, aux fluctuations du marché que tu traverses. Après, déjà, sur un marchand, une année, ça veut pas dire grand-chose, parce que parfois, tu portes un projet sur 1, 2, 3 ans. Voire 24 mois, Ouais, 48 et mois. c'est pour ça que tu vas avoir, d'ailleurs, si on s'attarde sur les bilans, tu peux avoir un bilan complètement pourri parce que tu es en train de faire énormément de travaux sur tes biens. Puis celui d'après, on te prend pour un génie parce que tu as un chiffre d'affaires T'as regonflé le extraordinaire, CA et t'as vendu ton stock. T'as vendu ton stock. Donc, c'est ce qui est très méconnu du grand public, à savoir cette espèce de... Ouais, ça, tu de pourrais le grand juger huit. sur des opérations qui sont que des allers-retours sans travaux, mais c'est vrai que dans le montage des opérations, elles ne sont pas toutes de la même durée. Non. Donc, c'est intéressant qu'on parle de ces opérations. En fait, là, ce que j'aimerais aborder, c'est le côté, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux beaucoup, ce qu'on voit sur YouTube, ce qu'on entend parler. il y a de tout, hein. Mais t'es sûr que tu veux nous demander à nous ce qu'on en justement, pense j'ai la parce chance que... On va peut-être être un peu négatif, parce que on traverse un peu plus dans le vrai. Bon, honnêtement, pour moi, bullshit à 99%. On t'entend parler beaucoup de liberté financière, tout ça. Enfin, moi, la liberté financière, c'est de te faire réveiller à 2h du mat pour une chasse d'eau qui fuit. Honnêtement, j'appelle pas ça la liberté financière. Donc, Non, ils vendent du rêve. Ils vendent du rêve. C'est Complètement, dangereux ouais. quand tu vois des postes avec 300 000 euros devenir rentier. ouais. Avec deux nous, studios en à Mulhouse. cumulé, Avec 2 studios, c'était pas un plan, hein, c'était une Je utopie. sais que ça marche, il y a des gens qui achètent ces formations. Et ouais, forcément, mais il faut bien comprendre que la liberté financière qu'ils prônent, c'est la leur aux formateurs. Il est là tout le problème, si tu veux. Parce que quand tu vends des paroles dans une bouteille à 3000 balles sur une session de 2 heures à 500 personnes que tu as réunies, forcément, tu peux t'approcher de la liberté financière. Mais en même temps, liberté financière, ça veut tout et rien dire. C'est un grand mot qui a été inventé et qui est plein de bons espoirs, je pense. Mais ce qu'on vend aujourd'hui, je trouve qu'on s'écarte un petit peu du vrai sujet. Et on est loin de la vérité. Alors après... Moi, j'ai pas participé aux formations, donc je te parle dans ce que je vois dans des shorts et dans des présentations de certains formateurs. Je pense qu'ils oublient beaucoup de paramètres pour pouvoir te parler de... Donc ce schéma, il profite qu'à celui qui vend en fait la formation. Totalement. Clairement. En fait, c'est un système accéléré. C'est-à-dire qu'en fait, on te fait croire que marchand, c'est très simple. Mais d'ailleurs, souvent, tu croises des gens qui vont te dire, marchand, t'achètes, tu je mets un revends. coup de peinture et je revends. Mais ça n'existe pas. Alors, C'est je veux une bien volière aux votre- oiseaux qui a été dopée d'ailleurs ces quelques dernières années avec... tu te retrouves avec beaucoup d'amateurs, ce qui me dérange pas, hein, puisque le soleil se lève pour tout le monde et moi, j'ai toujours souhaité que du bon aux nouveaux arrivés. Mais c'est vrai qu'on te vend une certaine facilité qui n'est pas la facilité qui existe. Donc, C'est quoi un marchand de biens ? Alors, c'est intéressant d'avoir vos deux c'est un avis type qui fait du là-dessus. profit. C'est quoi un marchand de biens ? Alors, avec chacun spontanément votre manière de voir les choses. Olivier. Un marchand de biens, c'est Quoi, quelqu'un marchand de qui essaye systématiquement de prendre quelque chose, de le rendre plus beau et de le revendre en espérant dès le départ une marge qui est toujours magnifique sur le papier au départ et à l'arrivée qui peut être différente. Mais c'est ça. Au-delà, alors après on va écouter Blaise sur cette définition, mais c'est quelqu'un qui est d'abord à fond dans l'immobilier parce que tu te lèves, tu respires immobilier, tu te couches, t'es encore dans l'immobilier, tu vis que par ça, et qui va mener des opérations. On abordera après le fait de les trouver parce que sur les formations c'est génial. Hein. Ils te disent c'est on un fait sujet ceci, qu'ils ont jamais expliqué. on fait Et ça, nous, mais on ils en t'expliquent pas parlait. comment tu trouves une On opération. en Et si parlait t'as pas justement il y a quelques d'opération, années, tu sais bien faire des trucs, mais tu peux jamais le faire. Oui, surtout que la théorie du marchand, si on t'explique la théorie, si tu la mets jamais en pratique,
tu l'auras forcément oublié, au même titre que 90% de ce que tu apprends à l'école. Enfin, aujourd'hui, si tu m'interroges sur des dates d'histoire, je serais incapable de te répondre. Donc on devient marchand en faisant des opérations. Pour moi, oui. Enfin, en tout cas, je le suis devenu de cette manière-là. C'est quoi un marchand, Blaise ? Un marchand, c'est un opérateur qui achète et qui vend en essayant effectivement, comme a dit Olivier, d'embellir un petit peu les choses, essayer de tirer profit de... Ça peut être des marges, ça peut être des situations. Donc c'est un acheteur et vendeur de biens immobiliers, globalement un marchand de biens immobiliers. Alors après, dans le marchand de biens, tu as le résidentiel, tu peux acheter du commerce, tu as aussi un marchand de biens que j'ai jamais touché, qui est le marchand de biens d'industrie. Donc tu as des gens qui achètent des industries, qui les remembrent, qui identifient ce qui va pas, si tu veux, dans la boîte, pourquoi l'outil de production... tournent pas correctement, donc ils sont capables de licencier, remettre une industrie sur pied, qui la revendent. Donc c'est généralement, je te dirais plus globalement, quelqu'un qui a vocation à acheter et revendre des produits et en tirer une marge à la sortie dans son arbitrage. Et ce qui est assez fou, c'est que quand tu écoutes ces formations, tu as l'impression qu'il n'y a qu'un type de marchand de biens. Ouais, tout à fait. Alors que nous, avec moi, ce qui me sidère d'ancienneté, c'est que, comme il vient de dire, il y a plein de strates. Et puis que quand tu as fait une opération à 500, t'as qu'une envie, c'est d'en faire une à 1 million, t'as qu'une envie, c'est de faire 5, et que tu veux progresser. Alors que là, on a un mode d'emploi, comme si tu dois faire des crêpes avec ta farine, mais tu sais faire 2 crêpes, quoi. Et donc, t'apprends à faire 2 crêpes, t'as payé 10 000 balles pour apprendre à faire 2 crêpes, et tu sais faire 2 crêpes. En fait, c'est limité. Mon avis là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'ils utilisent des surtout termes pour des gens qui sont pas du métier. Et ils vont dire deux, trois belles paroles. Mais t'es sur le chemin de l'église, sur le chemin de l'église, on te vend de l'espoir. Moi, j'ai un ami qui travaillait dans les solutions de paiement, enfin, il y travaille toujours d'ailleurs, dans les solutions de paiement pour les formateurs. Okay. Donc, c'était hyper intéressant puisque moi, un jour, je lui ai dit, mais finalement, je lui demandais un peu le modus operandi de ces gens-là. Donc, il me disait, écoute, ils payent énormément de pubs sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur Google pour hameçonner les gens, justement, à venir des formations. Mais concrètement, il me montrait plusieurs vidéos du contenu de la session. On te vendait que de l'espoir. Et d'ailleurs, il y avait très très peu de choses concrètes. C'était, pour moi, risible. Hein. Je veux dire, ça partait, le mec, c'était un orateur. Il disait « Je refuse la médiocrité. Un chef d'entreprise, il se lève à 8h du matin. Il fait son sport. » Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il explique de concret ? Donc, ce qui est effarant, et je te dirais même un peu peut-être désolant dans ce schéma-là, c'est que si tu fais un ratio des gens qui ont participé à ces formations, je suis sûr que malheureusement, tu as très peu d'entrepreneurs à l'intérieur. Qui, grâce à ça... Et tu vas avoir une strate de la population qui est basse, qui gagne pas forcément bien sa vie, et qui est en quête d'espoir, et qui, en fait, sur une session de 48 heures, va s'acheter de la motivation, en fait, quelque part, mais qui va recommencer dès le lundi un travail rébarbatif. Alors, et qui va pas pouvoir mettre en œuvre quoi que ce soit. Un point qui est capital, c'est que généralement, tu ne deviens pas marchand en partant de zéro. C'est-à-dire que si tu deviens marchand, c'est souvent une histoire personnelle où tu as été confronté soit par ta famille, soit par tes investissements perso, qui font ton chemin. Tu as des gens avec qui tu bosses pour les travaux, tu es content, tu as mis un peu d'argent de côté et tu te dis je vais franchir le pas. Alors que là, tout s'adresse à des gens qui n'ont rien. Et en fait, tu vas arriver face à un banquier qui va te dire quel est votre cursus quel est votre track record, parce que ça, si c'est tu veux les banques, comment ça marche avec les banques, parce que ce qui est pas dit dans les formations, ce qu'ils disent pas, avec la petite expérience que je peux avoir et surtout avec la vôtre, je pense que quand tu vas voir les banques en disant j'ai un projet de marchand de biens, je pense qu'ils t'envoient c'est un circuit par là où t'es arrivé. Non mais déjà faut commencer par la base, et si tu l'as dit, il n'y a plus de formation. La première opération, ils ne veulent pas la financer. Ouais, tout à fait. Donc, souvent, déjà, tu vas leur amener un track record que tu as fait en fonds propres, que tu as fait en patrimonial sur des SCI, que tu as fait sur ta résidence principale, puisque tu es capable de leur démontrer que tu as bien acheté, bien vendu. Mais au-delà de ça, je te dirais, ils te mettent souvent un frein à l'entrée directe, parce que la banque, c'est très simple. Tu as quelques centres à faire dans les banques nationales qui financent aujourd'hui les professionnels de l'immobilier. Ces gens-là, annuellement, ils vont avoir une enveloppe de 100-150 millions. Généralement, le top 5 de leurs clients épuisent l'enveloppe rien qu'à eux. Donc ils veulent pas de nouveaux clients, en fait. Mais partant de là, en fait, eux, ils sont pas rémunérés à la marge. Donc, je vais te dire, il te prend comme nouveau client, il expose la banque à un risque, et il est pas sûr, si tu n'as aucun track record, de bien arbitrer, si tu veux, son financement. Donc, et là où c'est grave, c'est que souvent, dans ces formations, on t'explique, la première opération, vous allez la passer en
résidence principale que vous revendez. Ça veut Ouais, dire tout à déjà, fait. dès le départ, tu dis au mec, tu te mets hors la loi. Hors la loi, clairement. C'est sympa. Ouais, bien Et sûr. tu sais donc, que ça marche c'est pas. C'est pas une C'est manière pas de possible. fermer les gens. Non, mais je pense qu'ils te dopent tout ça avec Airbnb. Aujourd'hui, c'est un peu une volière aux oiseaux, si tu veux, parce que on oublie la fiscalité, l'imposition sur tes revenus. Donc, je pense que si on t'expliquait exactement tous les schémas, tu en reviens très vite. Et aujourd'hui, Airbnb, encore une fois, si tu as le temps de le faire, c'est pas tant une liberté que ça, parce que ça va te demander beaucoup d'investissement. Si tu le confies à un gestionnaire, finalement, la marge que tu pourrais tirer entre du locatif annuel et du locatif saisonnier, elle est gommée par ton gestionnaire qui va prendre ses 30%, et c'est parfaitement normal. Donc, après, disons que eux n'ont que ça à te vendre comme support de formation, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Donc tous les gens qui vendent le Airbnb, la location saisonnière, en fait finalement, quand tu regardes, la marge elle est pas plus importante quand tu fais du saisonnier avec Non, 15 c'est heures de bien, Yeah, jour. mais pour celui différent, qui veut parce s'en que- occuper lui-même, je pense que celui qui s'achète quelques appartements lui-même, qui gère se dope lui-même. un petit peu avec du Airbnb, qui se gère lui-même, mais bon, dépendant de la zone et dépendant du bien en lui-même, je suis pas sûr que tu arrives à constituer des salaires énormes pour parler de rente et de liberté financière. Enfin, pour moi, Et c'est pas après, suffisant. le mot qui revient de ces gens-là, c'est qu'au bout de 2 biens, ils sont en saturation mentale. Ils Ouais, t'expliquent. Et complètement. c'est pas du tout le métier de marchand, c'est pas de faire du Airbnb. Ah non, clairement Que pas. tu construises un bien qui après sera destiné au à la Airbnb, location saisonnière, peut-être. ouais, pour des Mais investisseurs. par contre, le marchand, lui, il est complètement À éloigné côté de ça. ouais, tout à Bien fait. sûr. Non, Ouais. bien sûr. C'est Non, pas marchand, son tu peux être métier. Là, on capable de tournait faire- plus autour de la question de... On dérive un peu, mais... Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a un peu d'argent mais qui n'a pas de temps à investir? Tu vas l'envoyer plus. Fais autre chose. Non, Laisse-moi la le vrai place. conseil, c'est prête-nous l'argent et on va pouvoir. On saura comment Comment faire, faire, exactement. voilà. ouais. Au moins c'est clair. Bah du coup, Non, moi j'ai toujours eu des conseils bienveillants pour les jeunes qui Bien commençaient. sûr. Moi je leur ai dit, à mon sens, tous les meilleurs marchands que j'ai vus, ils ont commencé complètement en bas de l'échelle. Un Tout à studio, fait. 2 pièces, 3 pièces, appartement que tu subdivises en plus petites cellules. Parce que finalement, c'est ça qui te donne le vrai chemin et c'est ça qui te donne la théorie que tu n'apprendras jamais et la pratique que tu retiendras tout le temps en l'ayant faite finalement. Bien Moi sûr. j'ai fait beaucoup d'opérations de toute taille et de toute typologie différentes et finalement ce que j'ai pu retenir c'est pour l'avoir traversé. C'est-à-dire que le peu que j'avais pu apprendre au travers d'études ou au travers de discussions avec d'autres marchands, tout ça c'est pas forcément des trucs que j'ai retenus. Ce que j'ai retenu c'est au moment où je devais monter l'opération, au moment où il fallait faire des Le choix concret. judicieux quand d'autres fantasmaient. Voilà, donc si tu veux, c'est tout ça que tu arrives à retenir aujourd'hui, c'est l'expérience. Mais l'expérience, elle se bâtit par un chemin logique. J'ai vu souvent des types arriver avec 3 à 4 millions d'euros dans la poche, dire ah bah tiens, je sais plus quoi faire, j'ai vendu ma boîte. Je vais faire du marchand. Marchand, c'est quoi? C'est faire des travaux. Marchand, si tu veux, c'est beaucoup de paramètres en ligne de compte. C'est déjà connaître son marché sur le bout des doigts. Je pense que moi et Olive, localement, on est capable d'acheter au téléphone. Hein. Moi, je pense que j'ai acheté 40% de biens sans même aller les voir, ce qui est un risque énorme. Mais on a une telle connaissance de notre marché qui fait que immeuble par immeuble, rue par rue, coin par coin, étage par étage, on va savoir qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter, là où on s'expose au risque et là où on ne s'y expose pas. Et en même temps, marchand, si tu n'aimes pas le risque, il faut pas me faire marchand. Donc si je dois Non, donner c'est un conseil- métier, 100% risque. 100%. Et à la base, si on veut revenir sur la quintessence, c'est quoi? J'achète quelque chose avec un prix au mètre carré. Donc, il faut déjà que je l'achète sous-coté par rapport au marché, ou que j'arrive à l'agrandir, ce qui fait d'un coup que mon prix devient plus bas au mètre carré. Parce qu'à un moment, les personnes qui vous disent « Voilà, le marché est à 6 000, tu vas pouvoir le vendre 8 000 Oui, non, puis le prix marché au n'est mètre pas carré, stupide. C'est un ratio de Non, base, mais ça veut rien dire. les gens sont pas stupides. Ouais. C'est pas parce que c'est un marchand qui l'a fait que c'est une arnaque, ou c'est pas parce que c'est un marchand qui l'a fait que ça va se revendre nettement Moi, au bout au-dessus de la du marché. 150e ou 200e opération, je crois que j'ai jamais fait de division pour savoir à combien j'ai acheté au prix au mètre carré. C'est un métier où tu as quand même une résonance d'un certain feeling. si tu veux. Feeling, Moi, je exactement. fonctionne beaucoup au feeling, c'est-à-dire j'arrive sur un bien, ça me plaît, je m'y verrai, je m'y projette très rapidement, j'y visualise les améliorations. faire un produit en croix de savoir du prix au mètre carré, je pense que c'est pas... Comme tu dis, on enlève le côté de la feeling. théorie, Ouais, tu bien enlèves sûr. le Mais même, il y a feeling. tellement de paramètres aujourd'hui. Qui existent, Justement, parce tu vas avoir tes frais notariés. Est-ce que les gens le maîtrisent? Il faut intervenir un géomètre, ils savent le prix d'un géomètre. Il faut faire un Clairement. EDD, tu as descriptif de division. Est-ce qu'ils savent le faire? Après, l'aspect juridique n'est jamais abordé. Abordé alors qu'il est Alors très que très important. je hein, bien pense sûr. que, encore plus Blaise que moi,
Souvent, on dénoue des opérations à l'achat Grâce à du juridique, parce qu'on a une connaissance juridique. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, dans mon autre activité, je gère les successions. Une succession, ils peuvent rester 40 ans. T'as pas de délai pour finir une succession. Ils s'entendent pas. Mais à un moment, il faut qu'il y ait une personne qui ait la connaissance pour solutionner. Parce que quand tu as d'autres problématiques juridiques, c'est là où... Et quand Blaise dit il faut de l'expérience, oui, t'as pas un manuel qui va te dire comment te comporter face à des gens qui c'est marrant parce que nous, à l'époque, si tu veux, bien avant que les formations arrivent, avec Olivier, on discutait, si tu veux, souvent. Et on disait, enfin, moi, je disais, écoute, je me rends compte que j'ai plein de gens qui viennent dans mon bureau parce qu'ils veulent comprendre ce que je fais, comment je fais. Mais même moi, l'expliquer, c'est quelque chose qui est quand même difficile. Marchand, tu tombes un peu dedans, soit parce que tu étais dans la transaction, enfin pour un tas de raisons qui peuvent être différentes. Mais te dire, je m'inscris à une formation, je deviens marchand de biens et je vais faire de l'achat-revente. Non, je pense que tes premières opérations à titre perso peuvent t'emmener comme marchand puisque tu t'y intéresses. Tu regardes, tu consultes, tu es intéressé par ton marché immobilier. Et je pense, notamment une chose qui est très importante, c'est que tu peux devenir et t'épanouir quelqu'un et faire quelque chose que dans quelque chose que tu aimes bien. Exactement. Moi, c'est un métier dans lequel je suis tombé honnêtement par passion. Ouais, bien sûr. Pour te raconter un petit peu très succinctement mon parcours, j'ai commencé dans la transaction, si tu veux, immobilière. Et dans cette transaction immobilière, à l'époque, il y avait des marchands de biens. Donc, je te situe ça, on est dans les années 2000, entre 2000 et 2005. À cette époque, le métier de marchand de biens, mais n'importe qui, alors localement je parle, dans le bassin azuréen, n'importe qui est capable de le faire. N'importe qui. Parce que ce n'est que de la spéculation, je mets, je reprends, je mets, je reprends. Même un boulanger, un pâtissier, demain ils avaient 300, 400 000 euros, ils étaient capables de faire des opérations de marchand. À l'époque où toi tu étais dans la transaction. À l'époque où moi j'ai, si tu veux, connu le métier de marchand de biens, puisque finalement en transaction, je suivais des marchands à qui je faisais visiter des produits, donc c'était marrant parce que si tu veux, ils venaient la semaine, le lundi, le mardi, ils regardaient des appartements, ils disaient celui-là je l'achète, celui-là je l'achète, celui-là je l'achète. Et en fait, on avait les Italiens qui arrivaient le week-end, puisqu'on avait une très grosse communauté d'Italiens, si tu veux, qui elle-même a fait énormément grimper et même, je te dirais, a truqué, voire beaucoup de demandes à cette offre-là. Bon, j'étais pas assez. Énormément de demandes. J'avais pas l'âge pour travailler à ce moment-là. Et donc, si mais tu veux, les marchands. Beaucoup de demandes sur cette les époque. marchands achetaient la semaine et les Italiens leur rachetaient avec 100, 200 000 de marge le week-end sans avoir fait aucun travaux. Donc, forcément, moi, j'observe ça. Je me dis, attends, ça, c'est un petit peu un tour de magie. Moi, je veux faire ça. Voilà. Mais donc, c'est top ce que tu dis parce que, en fait, aujourd'hui, même qui sont les acteurs de l'immobilier, les agents immobiliers, les notaires. Et ces deux corps de métier, souvent, connaissent pas le métier de marchand. Tu vas avoir 90% des agents immobiliers qui disent c'est une opération marchand et quand tu creuses, juste parce qu'il y avait des travaux à faire, tout à fait. Et le notaire va dire c'est un agent immobilier déjà aguerri qui va te donner une belle opération. Et en fait, les gens ne connaissent pas parce que cette image que décrit Blaise il y a 25 ans, ouais, c'était ça. Mais ça dure pas longtemps. Non, ça dure pas longtemps. Mais ça s'est effondré, si tu veux, en 2008, crise de subprimes ou pas crise de subprimes, j'en sais rien. Mais le marché s'est régulé à partir de ce moment-là. Et moi, c'est l'époque où justement j'ai commencé, où il y a eu, je te dirais, un vent favorable. Mais bon, quand je dis souvent, il n'y a pas de vent favorable à celui qui navigue pas. C'est que tous ces marchands qui avaient appris à faire de l'achat-revente que par la mise à disposition d'argent et de revente de tout et n'importe quoi, ils ne savaient pas travailler. Donc moi, il a fallu fabriquer du produit qui était complètement en phase avec le marché. Et à cette époque-là, si tu veux, il y avait une règle qui était passée, qui a sauté sur la subdivision. Quand tu subdivisais des logements, tu devais payer une taxe ou fournir un parking dans un certain périmètre. À un moment, cette loi-là de commune a sauté. Et moi, je me suis un petit peu engouffré dans le truc. Et donc, j'ai beaucoup fait de centre-ville. Oui, c'est une opportunité, mais dans laquelle, si tu veux, ceux qui avaient appris par l'achat-revente, c'est-à-dire je pose 200, je récupère 300, ils étaient incapables de monter ce type d'opération-là. Et moi, j'ai appris en montant ce type d'opération-là. Donc, je suis rentré dans le technique et dans la réalité du marché immédiat, puisque déjà, les Italiens avaient
reculer du marché et ils s'achetaient plutôt des toutes petites cellules pour jeter leurs serviettes et pas avoir de charge juste pour pouvoir aller à la plage. Donc on n'avait plus cette masse de clients italiens. On était sur des primo-accédants, des résidences secondaires, mais avec un marché qui était beaucoup plus linéaire et beaucoup plus cadré, on va dire. On rebondit sur ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, c'est la connaissance juridique qui a permis de, à chaque fois, dénicher les affaires. Je rebondis là-dessus. En fait, le nerf de la guerre, c'est l'affaire. Trouver l'affaire. Oui. C'est pas aujourd'hui, c'est plus. Il y a deux nerfs, c'est bicéphale, c'est-à-dire c'est et trouver l'affaire et trouver l'argent. Ouais. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, l'argent est plus facile à trouver que l'affaire. Parce que quand tu as l'affaire entre les mains, tu trouves l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, même si je suis full opération, j'ai 0 € à investir, demain matin j'ai une opération devant les yeux, je signe. Parce que je vais appeler Olivier. Si Olivier, à ce moment, voilà. Je crois qu'on appelle tous Olivier. Ouais, je vais appeler Olivier. Si Olivier est full, je vais appeler un autre opérateur. Mais à un moment, tu feras l'affaire. Si tu veux, de toute façon, si c'est pas moi qui l'a fait, il y a un tas de monde qui va vouloir la faire. Donc, si tu as une affaire aujourd'hui, il y en a plus assez pour dire je ne la fais pas parce que j'ai pas l'argent. L'argent, tu vas le trouver, c'est pas un problème. C'est quoi le plus gros pari que vous avez pris sur une opération? Ouf. En fait, on prend un pari chaque fois. Tu joues au poker ou pas? Non, ça c'est. Je veux pas des réponses qui sont facilement. Je veux pas enfoncer des portes ouvertes. C'est quoi le plus gros pari que vous avez pris sur une opération? Vas-y, t'en as fait beaucoup de paris. Moi, un pari qui s'est révélé gagnant à la fin, et qui le paraissait au début et qui s'est avéré très compliqué sur le chemin. Je remembre. Une partie d'un quartier en achetant lot par lot. À cette époque-là, j'ai un vent favorable puisque le maire de la commune me dit tiens, j'ai entendu que c'est toi qui prenais en main un petit peu cette opération. Elle est vraiment un emplacement iconique. T'achètes plusieurs Donc, immeubles, j'ai besoin de la développer. Non, j'achète plusieurs appartements qui reconstituent un pâté de maison complet. Okay. C'est-à-dire, j'ai une moitié de rue, si tu veux, qui reconstitue un pâté de maison. La problématique, c'est que il faut racheter lot par lot. Je surrachète complètement parce que pris dans l'engouement de ce que m'avait dit le maire, s'il te plaît, développe-moi cette opération, je te soutiendrai. J'achète tout sans condition suspensive d'obtention de permis, sachant que derrière, il fallait développer un permis de construire pour valoriser le bien et créer la valeur, si tu veux, financière, parce que j'ai acheté des menuiseries à 400 000 € alors qu'elles valaient peut-être 200 000. J'ai acheté un garage amianté, mort, éclaté, que j'ai payé 750 000 €, qui, si je devais te donner une valeur vénale au jour où je l'achète, en vaut peut-être que 400. Mais je surachète clairement le remembrement du quartier parce que je sais qu'il y a un gros développement urbain. T'achètes le projet, en fait. Ouais, mais attends, oui, mais ce que je te dis pas, c'est tu l'as porté 7-8 ans. Exactement, c'est pour ça que je dis, elle s'avérait au départ très très sexy et je l'ai montée avec le cœur parce que c'était un endroit où j'habitais et le cœur est un très très mauvais moteur aujourd'hui pour les affaires, à ne surtout pas mettre en avant. Et finalement, si tu veux, donc on monte le programme et tout, l'ABF, donc l'architecte des bâtiments de France, prend en grippe le programme, il me coupe le programme en deux, c'est-à-dire qu'au moment où on monte les permis de construire, lui il me coupe l'assiette foncière en deux, il dit vous développez que là-dessus. Donc si tu veux là, ce n'est plus rentable du tout. Gros bas de bite, impossible. C'est pas rentable, c'est que tu perds énormément d'argent. Tu perds énormément d'argent si tu veux, parce que en ayant surracheté moi à hauteur de 30%, peut-être au-dessus de la valeur intrinsèque qu'elle valait maintenant, je n'ai rien loué pour être sûr de pas avoir de contrat au moment d'un arbitrage qui me ralentirait dans une éventuelle vente. Donc je voulais m'enfermer dans aucun contrat de location. Et si tu veux, t'as pas fait du promoteur en mettant. T'as titré toutes les cellules que t'as achetées. Exactement. J'ai pas fait de promesse d'acheter sous réserve d'obtenir un permis de construire. Ces cellules-là, tu les as achetées. Ces cellules-là, je les ai achetées et j'en suis encore propriétaire aujourd'hui, puisque j'ai vendu il y a quelques mois et on est censé signer l'acte si tout va bien à fin septembre. Et pour te donner un ordre d'idée, j'ai commencé cette opération en 2017. Et on est en 2025. Ouais. Et chaque fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, là, je parle de ça parce que je la connais bien, il est au maxi. C'est-à-dire que quand il va acheter sa menuiserie à 750 000, il a plus de trésor. Ouais, clairement. Et donc le mois d'après, il faut racheter un autre truc où il a pas l'argent. Surtout qu'en fait, le cash flow qui était bloqué, puisque en ce moment c'est un mot à la mode, le cash flow. C'est les mots des formations. Ouais, tout à fait. Le cash flow qui était bloqué là-dedans, si tu veux, pour pouvoir maintenir d'autres opérations alimentaires qui faisaient quelque part tourner la structure. J'ai dû, si tu veux, aller à l'emprunt, faire des associations avec d'autres marchands parce que j'avais un peu plus de 2 millions qui étaient en cash flow injectés dans l'opération parce que j'avais
aucune réalité économique à vendre à la banque sur cette opération-là. Je pouvais pas lui dire j'achète cette menuiserie et je vais la revendre plus cher que ce que je l'ai déjà acheté qui était déjà très bon en prix. Donc honnêtement, j'ai été obligé de tout payer et ça m'a énormément perturbé. Et je retombe sur ce que dit Olive, c'est que ça te perturbe énormément dans un schéma parce que la trésor, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. Quand tu fais du marchand de façon récurrente. Oui, parce que en fait, marchand, pour moi, c'est un vrai métier. Voilà, donc parce qu'après, s'il n'y a pas de marchands, récurrence, t'es pas marchand. T'es pas Et marchand. là, on parle des de comptes. marchands de biens c'est, on va dire, la profession principale. Voilà, tout à fait. Bah oui, parce bien que sûr. qui font des... tu as des gens qui sont assureurs, qui sont banquiers, qui ont des petites structures de marchands de biens en sommeil bien sûr. et qui sont capables et pas plus bêtes que les autres pour faire une ou temps deux en opérations par an. Et ils seraient bêtes de s'en priver. Ils ont totalement raison. Donc Olivier, le plus gros pari que tu pris sur une opération? Alors, on revient à la base, c'est-à-dire que nous, on choisit, donc je suis associé avec mon fils, Julien, et on n'achète jamais quoi que ce soit si on n'est pas d'accord tous les deux. Et ce jour-là, il me dit, il est ici 7h du matin, mais moi où je suis... ce qui est bien, c'est que vous achetez plein de choses, mais vous êtes toujours pas d'accord. Non, mais il est 1h du matin. Bullshit. Et il me dit, réveille-toi, papa, il y a un truc extraordinaire. Et il me fait un WhatsApp donc d'une maison. Et moi, je suis complètement à l'étranger. Et il me dit, voilà, on a un quart d'heure pour se décider. J'adore. Tu me demandes, ça vaut combien? 1 million. 1 million à un quart d'heure. Mais t'es malade. Non, papa, fais-moi confiance. Et je lui fais confiance. Et je le regrette pas. Et donc, on est parti complètement à l'aveugle. C'est-à-dire pas de clause suspensive de prêt, puisque les vendeurs n'en voulaient pas de clause suspensive de permis, les vendeurs n'en voulaient pas. Donc là, tu te déshabilles, c'est-à-dire que moi qui avais un tout petit peu de vacances ce jour-là, ce qui est rare, et il est en train de me stresser à l'extrême. Arrête en vacances, tu bosses toujours au lit. Et je lui fais totalement confiance, on achète, et ça s'est avéré être une très très belle opération, bon là il a chapeauté de A à Z, c'est-à-dire moi je me contente de trouver les sous, puis il fait tout le reste, et il a monté un super permis, et derrière c'était un spot incroyable, et pour la petite histoire, je pense que à ses 70 ans, il regrettera toujours de pas l'avoir gardé ce spot. Donc ça fait partie aussi des trucs où tout à l'heure Blaise te dit le cœur c'est un mauvais conseiller. Mais tu l'as toujours par contre, tu peux pas, tu peux pas t'empêcher. Moi il y a eu plein de spots. Ouais, tout à fait. Parce que tu peux très bien faire des choses avec le cœur, les regretter parce qu'elles n'ont pas été porteuses financièrement, mais derrière elles t'ont fait avancer, je pense. Tandis que des fois tu fais des choses avec le cœur et elles te font aussi gagner de l'argent. Oui, tout à fait. Puis t'as des opérations qui sont peut-être pas prêtes à être arbitrées le jour J, mais qui peuvent, avec un peu de travail en amont, devenir des très belles opérations dans le temps. Il y a ce facteur-là aussi. De les porter, si t'es un vrai Exactement. Mais en fait, celui qui peut porter, il a toujours raison à la fin. Le premier livre que j'ai lu en immobilier, l'introduction, elle était très intéressante. C'était un livre, je crois, de Nicolas Tarnot. Ça s'appelait Tout l'immobilier, donc très très simple comme livre. La préface s'appelle, ouais. Il dit tout se vend, c'est une question de temps. Et je me rends compte aujourd'hui que les plus gros marchands que je côtoie, qui sont des amis, utilisent ce principe de base qui est très très simple. C'est tout se vend, c'est une question de temps. Alors, quand t'es pris par la trésorerie, t'es obligé de vendre quelque part parce que tu dois rebondir sur d'autres opérations. Mais quand t'as une capacité de portage qui te permet de dire, je vends pas tout de suite, j'attends d'avoir vraiment le prix que je veux et je peux quand même faire l'autre opération derrière et je peux quand même faire celle d'à côté et je peux quand même faire celle d'à côté. À la fin, tu te rends compte que eux ont toujours raison puisqu'ils tirent 100% des fruits quelque part de leur opération et ils vont vendre vraiment que si une autre opération encore plus rentable et nécessitant les fonds qui sont injectés dans celle-ci, ils vont à ce moment-là arbitrer et revendre. Mais Et est-ce que vous avez déjà fait un all-in sur une affaire? Tous les jours. Ouais, tout le temps. Moi, je fais tout le temps. T'es systématique. En fait, c'est un métier où tu vois pas ton argent. C'est-à-dire que marchand de biens récurrent. D'ailleurs, si tu vois ton argent, c'est que t'es pas un bon marchand, je te dirais. Hein. Un vrai marchand ne voit jamais son argent. Il voit son argent le jour où il arrête tout et il vend tout. Enfin, c'est ma façon d'avancer pour l'instant. C'est peut-être pas celle de tout le monde, mais en attendant, donc ça fait depuis mes 26 ans je fais ça, j'en ai 41, j'ai jamais vu la couleur de mon argent encore. C'est-à-dire que j'en vis, j'en prélève, j'en prends, mais par contre, il est toujours injecté parce que c'est une opération après l'autre, c'est deux en même temps, c'est trois. Et donc, en fait, le all-in, je te dirais que c'est quasiment tout le temps. Alors, t'as des gens qui travaillent très certainement, puisque notre mode de fonctionnement à Olive et nous, on fonctionne peut-être un peu à l'adrénaline et quelque part,
moi, c'est ce dont j'ai besoin dans le métier, puisque c'est la partie qui, quelque part, m'excite un peu. C'est ce qui fait que ça me plaît, c'est le risque. Après, j'imagine que tu as des marchands qui travaillent avec du cash, de la réserve. On travaille pas tous de la même façon. En tout cas, moi, c'est du all-in tout le temps, puisque quand tu pars avec rien et que tu avances en boule de neige et que tu te projettes sur des opérations qui sont toujours derrière les unes les autres plus grosses, les plus grosses les unes que les autres, et que tu les multiplies en nombre, forcément, à un moment, ton cash flow, tu ne le vois jamais. Bon, après, t'as un truc qui est clair, c'est que si t'avais un doute sur la passion des gens qui font ce métier, t'as la réponse. Ouais. Parce que... Après, là, mais c'est un peu ça le principe d'une affaire. Hein. C'est quand c'est t'as un doute, mais que t'es certain d'avoir raison, hein, tu vois. J'ai une question plus de ce côté-là, parce que je débute aussi en marchand de biens depuis 1 an. D'ailleurs, tu me dois des thunes pour la formation, je crois. On verra plus tard. Ouais. Elle était un peu plus chère, tu le sais pas. Ah mince. Et toi, tu dirais quoi comme définition? C'est quoi un marchand pour toi? La définition du marchand, alors c'est simple. Je pense que vous l'avez bien défini en disant finalement qu'il faut déjà chercher la marge, donc acheter, revendre avec une marge. J'ai appris beaucoup de toi Olivier, de toi Blaise, parce qu'il y en a qui font plus de travaux que d'autres. Et il y en a qui disent, en fait, faut pas faire les travaux, il faut revendre assez rapidement sans travaux. Donc, en fait, j'ai 2 images de marchands de biens qui sont un peu différentes, bien que vous savez faire les deux de votre côté, c'est-à-dire les faire ou pas les faire, pour avoir eu beaucoup de discussions avec vous. Bah, le problème, c'est que moi, j'ai une casquette de constructeur de l'autre côté. Donc, les travaux, c'est quelque chose d'assez assez chronophage. J'adore le résultat des travaux. J'adore les travaux. C'est ce qui m'a amené au métier de marchand de biens de base. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à toujours trouver des défauts pour aller faire les travaux. Alors, je me dis, j'attends de trouver la pépite pour dire quand j'ai la pépite, je fais les travaux parce que j'estime que je suis à zéro. Donc, tu vas favoriser peut-être une marge moins conséquente sur tes projets, mais plus rapide. Tout à fait. Bah, ce qui n'est pas notre cas. Ouais. Non, ce qui n'est pas notre cas, parce que moi j'ai un fils qui est absolument passionné par les travaux, et qui a évolué d'une façon... Oui, moi aussi. Toi, t'adores ça. Moi, dès que j'ai fini des travaux... Toi, pour toi, faire une opération sans travaux, tu aimes pas, non, justement. j'aime pas ça. Ouais, tout à fait. Et donc, pour ceux qui vont nous regarder, la villa dans laquelle on est, ce sont des travaux et une opération. Mais moi, je te rappelle les principes de mon apprentissage, tu vois. C'était je mets, je prends. Mais j'adore les travaux, mais je baigne dans les travaux. Ma femme est architecte. J'ai une société de construction, donc des travaux, c'est toute la journée. Et donc, c'est vrai que sur les opérations de marchand, mais c'était aussi une histoire de cash flow. Vu que j'étais un pas mauvais sourceur, je privilégiais le nombre d'opérations. Okay. Et forcément, le volume d'opérations peut pas aller à volume d'opérations, tu peux pas mettre tes équipes t'en sélectionnes. Non, mais tu sélectionnes parce qu'à un moment, si tu fais 3, 4, 5 opérations en même temps et qu'en plus tu rajoutes une politique de travaux sur 3, 4, 5, ce que fait Olivier, hein, je te rassure, sur 3, 4, 5 opérations en même temps, forcément, à un moment, tu as on a une notion ou narcissique ou réel de signature. C'est-à-dire qu'en fait, on est fiers quand on se balade et qu'on a fait des choses, beaucoup, puisque on a fait 130, 140 opérations toutes sur Menton. Et quand on se balade, ou Roquebrune, quand on se balade et qu'on voit un truc, en fait, on aime bien voir comment il vieillit, on aime bien voir ce qu'on a fait. Tu as laissé une trace progresse sur la technologie des matériaux, de tout ce qui est fait de façon phénoménale. Et en fait, souvent, il me dit, tiens, ça c'est Abimo 2.0, ça c'est Abimo machin. Et en fait, c'est cette évolution qui, moi, me fait vibrer. Et des fois, c'est dangereux. Et finalement, je vais te dire, c'est ça la liberté financière. Oui, mais c'est dangereux parce que des fois, tu fais très beau. Oui, clairement. À la fin, mais ça, pas faire aussi beau. Ça, Olive, je vais résumer puisque le thème, c'était un petit peu la liberté financière. Pour nous, c'est pas de plus rien faire. C'est de faire ce que tu veux avec l'équipe que tu veux, selon ton agenda et comme toi tu l'as défini. Ça, tu vois, par exemple, c'est ma vision de la liberté financière. Parce que il y a des gens qui aujourd'hui sont à des degrés de liberté financière comme ils le vendent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils pourraient s'arrêter de travailler demain matin, mais c'est des gens qui sont animés par ce qu'ils font. Et nous, aujourd'hui, on est animés par ce qu'on fait. Et donc, quelque part, vendre de la liberté financière à des gens en leur disant que la liberté financière, c'est de ne plus travailler, c'est complètement faux. C'est prends le temps de trouver du plaisir à travailler. Voilà, prends le temps de trouver quelque chose qui te procure du plaisir. Et après, l'argent découlera. Parce que trouver quelque chose qui te procure du plaisir, finalement, ta concentration, elle va d'abord être sur le métier et après sur l'argent. Ce qui veut dire que tu vas bien faire ton métier. Enfin, tu vas essayer, en tout cas. Non, mais après, tu as une notion qu'il dit pas, mais qu'il aborde, c'est la notion de progrès.
quand tu es dans ces métiers, tu n'as pas envie de t'arrêter parce que tu as l'impression que plus tu avances, plus tu progresses. Bah, Moi, tout à aujourd'hui, fait, bien sûr. j'ai 62 ans, donc j'ai beaucoup d'écart. Mon fils en a 37. J'ai l'impression que je progresse tout le temps. Et je me dis, non. Et t'en c'est pas apprends maintenant, toujours. faut s'arrêter. C'est pour ça que tu disais, tu peux pas être marchand de biens après 2 opérations sur des c'est studios. impossible. Là où Ça, c'est intéressant, c'est qu'on est 3 générations différentes. Moi, forcément, c'est un métier qui me passionne, enfin l'immobilier, mais le marchand de biens, c'est là Mais où on voit, on se moi, dirige. j'avais fait des progrès que je trouve énormes avec un recul qui l'est pas tant que ça. Je trouve que vous avez une capacité d'apprentissage qui était très rapide. Mais pourquoi ? Parce que ça vous plaisait. Exactement. Quand ça te plaît, t'apprends à une vitesse qui est phénoménale, en fait. C'est pour ça que moi, essayer d'apprendre des choses à des gens que je vois pas animés, je me dis, c'est peine perdue. C'est du temps perdu total. Par contre, si je vois quelqu'un qui est vraiment animé par le truc, au contraire, si tu veux, déjà l'interaction du savoir va être très très fluide quelque part. Et tu peux t'entendre bien avec des gens, même s'il y a un écart d'âge qui peut être conséquent, que ce soit entre nous tous, sur des sujets qui nous animent. En fait, clairement. Il n'y a pas d'âge. Mais c'est pas ça, quand autour de la table, il n'y a pas d'âge. Ouais, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Parce que la passion reste la même. Ouais, parce que quand tu es avancé dans la vie et que t'es passé par autant de péripéties dans le monde du marchand, t'as pas un ego surdimensionné, au contraire. Jamais. Parce que quand tu prends des bonnes portes dans la tête et que t'as bien mal, le lendemain t'apprends à être lucide. Et je peux apprendre de quelqu'un qui a ton âge. J'en ai beaucoup appris avec Blaise. J'en apprends tous les jours avec mon fils, tout simplement parce que c'est la vie. Je regardais une émission l'autre fois où pour être souffleur de verre. C'est le propre d'un entrepreneur de se remettre en question. Souffleur de verre. Ouais. Mec, il faut 12 ans avant d'arriver à bien souffler le verre. Ouais. Et pendant 12 ans, Mais par contre, j'ai une formation pour être souffleur de verre, si tu veux. Ouais. En fait, Blaise parle 80% du temps et moi, je fais 20% sur la partie vraiment importante. Mais pourtant, la formation, c'est la tienne. Il y a le lien dans la bio, là. Oui, mais c'est normal. En tout cas, en orateur, c'est toi que j'enverrai, c'est certain. Oui, mais toi, tu seras là, tu sais, sur le technique au début. Non, plus sérieusement, pour qu'est-ce qu'on peut dire sur ces on a dit certaines choses. Non, mais faut pas tout jeter. On n'est pas là pour dire tout jeter. Simplement, ne croyez pas que des tas de choses se font facilement et qu'il suffit de payer une formation pour être bon. Allez plutôt voir un marchand qui est en place, prenez-lui du temps, passez du temps avec lui, créez votre propre expérience, ce sera beaucoup plus efficace. En fait, on peut pas et beaucoup tricher. plus formateur, surtout. Bah, Je pense qu'il n'y a pas tout acheté, comme vous venez de le dire. Il y a très certainement des formateurs qui ont des contenus intéressants, mais qui te permettront pas, en tout cas, de devenir marchand. Ouais. Ah. Bon, voilà. Ok. Alors, maintenant, on va aller plus sur vous en tant que... vous êtes marchand de biens. Par contre, vous faites aussi, j'imagine, des opérations de titre personnel. Vous créez un patrimoine, j'imagine, de l'immobilier. Vous êtes axé sur quoi? Sur votre patrimoine personnel? Parce que c'est ça qui est intéressant. Vous faites du marchand de biens, mais derrière, personnellement, qu'est-ce que vous faites? Ce serait extrêmement paradoxal de dire on fait pas d'immobilier. Parce que le mec, toute la journée est tombé dans la marmite comme Obélix et il veut pas faire d'immobilier, ça n'a pas de cohérence. Donc souvent, la première opération, c'est celle de la résidence principale. Tu t'achètes une maison, puis cette maison, elle va évoluer avec ta vie de famille, avec toi, avec tes envies, etc. Et après, tu fais de l'immobilier locatif en espérant plus tard te dire, cet immobilier sera payé, à un moment donné, j'en aurai les fruits. Mais tu vis tout le temps dans l'immobilier. Donc il y a des moments où tu vas aussi, toi, à titre perso, t'asseoir et créer ton patrimoine. Et c'est ça qui va faire que la banque va continuer à te suivre. Parce qu'à un moment donné, tu fais synthèse patrimoniale et quand le type, il a fait des opérations marchands, il a un studio dans le nord de Dunkerque, c'est pas crédible. Alors que s'il a un patrimoine... J'ai évoqué Mulhouse, c'est mieux, Olive. Oui, Mulhouse, on a c'est mieux. Maubeuge, c'est la fin, mais bon. J'espère que ça va pas dépasser la Côte d'Azur. J'ai vu un immeuble à Mirecourt dans les vols. Maintenant, Mais souvent, en plus, une opération Perso. patrimoniale, perso, si elle est bonne, c'est souvent une opération de marchand que tu laisses en attente, en fait. Hein. Et nous, marchands, ma vision des choses, c'est comme un trésor de guerre, si tu veux, le patrimoine que tu constitues dans ta carrière de marchand de biens. Si t'as acheté, vendu toute ta vie et qu'à la fin, t'as aucun patrimoine perso, moi, j'aurais pas eu la sensation d'avoir fait une carrière complète. Et en plus de ça, le patrimoine que tu achètes avec de l'effet de levier peut te servir à certains moments, puisque moi j'ai été confronté à des cas où j'avais besoin de cash flow pour faire des opérations, j'ai vendu des biens que j'avais en patrimoine et sans m'en rendre compte j'avais fait 10-12 ans de remboursement
en amortissement sur le capital, et ça représentait déjà, sur 10-12 ans, sans l'avoir senti passer, un petit capital. Après, tu disais tout à l'heure, est-ce que vous faites all-in ? Et on t'a répondu tous les deux instinctivement, voilà. Tout le temps. Mais c'est ce qui nous évite le all-in. Mais pourquoi ? Parce que chaque fois que tu vas faire un prêt, on va nantir, on va hypothéquer, on va prendre une garantie sur l'intégralité de tes biens. Ouais, tout à fait. Donc en fait, de tes biens marchands, mais de tes biens en fait, perso. tu fais all-in sur ton pro et sur ton perso. Surtout. Ouais, complètement. Mais la banque, de toute façon, engage, quand elle te prête, elle t'engage toi en caution personnelle. Donc, elle t'engage sur tes deniers personnels, sur ton patrimoine perso, sur tout ce que tu as. Mais je pense, en tout cas, moi, je me suis inspiré de certains que j'ai vu faire, qui ont fait du patrimoine. Donc, j'ai un petit peu suivi ce chemin-là. Et généralement, quand t'es marchand, t'as quand même une boulimie d'achat immobilière. Ouais. Et tu veux en garder certains parce que ça représente aussi une certaine sécurité et une transmission pour nous qui sommes des pères de famille. Là, c'est plus un côté, au-delà de la casquette marchand de biens, t'as une casquette de gestionnaire de patrimoine. Donc, il y a une question... Ouais, c'est vrai que j'ai noté le mec. Il y a une question que je voulais aborder parce que il y a des gens qui disent, est-ce qu'on doit faire financer ces opérations personnelles ou est-ce qu'on doit les payer en fonds propres ? Parce qu'il y a deux écoles. Qu'est-ce que toi tu penses de ça et qu'est-ce que toi tu fais à titre perso ? Est-ce que tu fais financer tes opérations ou est-ce que tu achètes sur fonds ? Tu parles des opérations personnelles. Non, les opérations personnelles, plus tu peux faire un effet de levier, comme disait Blaise, avec le crédit, plus il faut le faire. T'achètes du personnel, ça va être pour faire du locatif, puisque tu as déjà ta résidence principale. Le locatif, c'est simple. Si tu mets ton cash dedans, tu as 250 000, tu achètes un appart. C'est toi qui l'as payé à la fin. 000, alors que si tu fais avec un crédit, tu vas en acheter 5 ou tu vas mettre 50 000 chaque fois. Clairement. Et ça va être le locataire, le banquier qui vont te payer ton bien. Bien sûr. À 70-80%. Le principe de l'effet de levier. En 2000, j'ai 20 000. En l'an 2000, j'ai 20 000. En l'an 2020, j'ai 200 000. J'ai transformé ces 20 000 en 200 000, mais c'est pas moi qui ai fait l'effort d'épargne sur les 20 ans. C'est un locataire. Donc... Non, c'est stupide le type qui paye cash, quoi. Sauf s'il atteint un âge très voilà, élevé. S'il y a des raisons qui font qu'il a un intérêt à acheter cash parce qu'il y a peut-être une transmission immédiate derrière. Ouais, tu sais pas, mais ça après... Sur des montages un peu... Olive peut le confirmer puisque justement il travaille vraiment au cœur de ça. Après, c'est au sujet personnel. Le montage est souvent issu de ton schéma personnel d'imposition, de fiscalité, de beaucoup de choses. Mais donc le cash en banque, le cash en banque, c'est ta crédibilité, mais il te sert à faire des prêts du coup. Complètement. Et du cash en banque, un marchand, il en a pas toujours beaucoup. Généralement, il y en a Là, je parle à titre personnel. À titre perso, t'en as, mais c'est ta crédibilité. Souvent, tu l'as pas longtemps, parce que tu vas le mettre sur la prochaine opération. Donc voilà. Ben, c'est un métier, moi, voilà, je discutais un jour en me plaignant avec un autre marchand qui est un des meilleurs, on va dire, au sud de la France. Et je lui disais, j'en ai marre, je suis toujours en train de courir après mon argent. Et lui-même, qui a une grosse dimension financière, me disait, putain, si t'en as marre maintenant, il me dit, t'as pas fini, parce que là où toi, il te manque peut-être 1 million d'euros pour boucler ton opération, moi, il m'en manque 10. Donc, à tout sujet et tout étage, tu te rends compte que le métier de marchand, c'est vraiment un métier, quand tu le fais en récurrence, qui te demande beaucoup de cash flow. Et plus tu deviens gros, plus tu fais des grosses opérations, plus tu as besoin de gros apports bancaires. Donc, quelque part, ce problème-là, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est une question que je voulais vous poser et tu vas sur ce sujet. Est-ce que, en fait, dans ce métier, on finit vraiment par finir riche ou on finit pas juste prisonnier de ce business-là ? Bah déjà, on est super riche en expérience. Voilà. Donc, ça, c'est ah bah mais il n'y a pas que ça dans la vie, il faut te remettre en cause. On est super riche en expérience, on est super on peut vendre des formations. On est donc en fait, on est vraiment prisonnier de ce business. En juridique. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, on espère tous être riche. Non, généralement, un bon marchand... Et avoir au moins du patrimoine, voilà, au moins du patrimoine. Alors après, si tu juges sur des réussites de crypto-monnaies, de start-up et tout, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup plus haut que ce que j'estime que tu peux faire avec du marchand de biens. Alors, ça fait partie des rares métiers où tu peux avoir des rentabilités exponentielles, impressionnantes que tu ne trouverais pas sur d'autres métiers. Mais en même temps, aujourd'hui, avec Internet, avec l'intelligence artificielle, avec un tas de sujets, tu te rends compte qu'il y a des gens qui bâtissent des fortunes à une vitesse très impressionnante et qui sont encore beaucoup plus impressionnantes que ce que tu vas réussir à faire en marchand de biens. Donc, bien sûr. Le marchand de biens, généralement, qui fait une belle carrière, sera, je pense, très aisé avec un patrimoine perso à la fin qui sera très, très intéressant.
et une expérience énorme parce que effectivement ça demande beaucoup de casquettes. Mais c'est vrai que tu ne mises pas que sur la partie monétaire. Ok. C'est quoi la plus belle affaire? Une belle affaire. Alors, La plus belle affaire. attention, parce qu'entre une belle affaire ou la plus belle affaire, moi, la plus belle affaire, c'est la prochaine. Un marchand, c'est un Don Juan. Don Juan, c'est quoi? C'est un mec qui tombe éperdument amoureux et il est sincère à 100%. Il est amoureux. Jusqu'à la prochaine Mais opération. le lendemain, il peut tomber et il est de nouveau amoureux. Marchand, c'est ça. Tu vas travailler jour et nuit. Des fois, avec Julien, il est 2h du matin, on bosse sur un truc, on n'en peut plus, les yeux se ferment, on a bu 12 coca. Mais en fait, on a tout mis, on sait que c'est le meilleur truc. Puis 4 jours après, on nous présente un autre truc. Ben celui-là, on va le faire avec tout l'amour, tout ce qu'on peut mettre dedans. Puis on va recommencer à avoir C'est le une cœur remise en qui bat à question. 2000 sur l'autre. C'est Don Juan. Un marchand, c'est Don Juan. Il n'est pas Voilà. très fidèle, du coup, en affaires. Mais il est Don Juan. fidèle totalement. C'est juste. Oui, mais Alors là, avec les c'est une mauvaise prescripteurs. interprétation. Un Don Juan, il est fidèle l'instant où il est avec la personne. Mais il est d'une fidélité absolue, sauf qu'elle dure 2 heures, 3 heures, 4 heures. Chacun a sa vision de la fidélité. Voilà. Oui, j'aime beaucoup ta vision de la fidélité. Non, C'est c'est exceptionnel. la fidélité Vous en tant que entendez bien marchand. là-dessus. Très très bien orienté. C'est ce qui te prouve que tout est justifiable dans la vie. Exactement. En tout cas, voilà une belle affaire, c'est toujours la prochaine. Moi je dis souvent les plus belles affaires sont celles que tu ne fais pas. Parce que comme tu n'as pas eu les emmerdements, tu penses qu'elle était magnifique. Ouais, tout Ah, à fait. laisse-moi dire Non, ça. mais enfin, c'est une question de point de vue aussi. Hein. C'est comme riche, c'est une question de point de vue. Plus belle affaire, c'est une question de point de vue. Si je dis à certains, pour moi, cette affaire, ça a été la plus Je parle belle. de plaisir, je pense. Je parle pas de marge ou En de notion de plaisir. plaisir. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais, beaucoup. ouais. Beaucoup. C'est difficile de les énumérer parce que le Bah, plaisir peut être la différent. maison où on tourne là est une maison qui a été 100% repensée par Julien et Alex, à savoir son épouse qui est architecte. Pour moi, c'est une réussite. Quand je viens tout à l'heure, ça fait 2-3 mois que je suis pas venu la voir. Non, c'est- C'est exceptionnel. Ouais, je prendre je du me plaisir, dis que tout à fait. il y a 12 ans, quand on a démarré, on pensait pas faire ça. Bien sûr. C'est-à-dire que le plus beau des rêves qu'on avait il y a 12 ans, il est nettement inférieur à la réalité d'aujourd'hui. Et la réalité d'aujourd'hui est inférieure aux rêves qu'on fera demain. Voilà, très bien dit. parce qu'on va évoluer, parce qu'on va progresser, parce Chacun que tu as à des son matériaux. échelle, mais- Non, tu as des matériaux de malade, il y a une harmonie, ils arrivent à créer Ouais. une âme, et ça, waouh! Ça, Ouais, et c'est pourtant, vraiment- tu pourrais penser qu'il te dirait je prends du plaisir au moment où je l'ai vendue. Non. Aujourd'hui, elle est peut-être pas encore vendue, mais il prend tout de même du plaisir à se dire waouh, c'est moi qui l'ai réalisé finalement. C'est la fierté. Donc La c'est fierté. un petit peu le Graal d'une carrière quelque part. Je pense qu'un marchand, il regarde beaucoup la carrière qu'il a réalisée, comment il a commencé, jusqu'à où il arrive à arriver. Moi, mon but ultime serait de faire des maisons vraiment très 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 haut de gamme. C'est-à-dire on parle sur des budgets entre 20 et 30 millions. Aujourd'hui, j'y suis pas du tout. Mais ce serait mon but ultime et j'aurais pas de regret puisqu'il n'y a pas de regret à avoir, mais j'aurais peut-être une frustration si je n'y arrive pas au terme de ma carrière. Aujourd'hui, j'ai pas encore la capacité financière de les faire. S'il y a des types qui ont les fonds, En prenant un peu de recul, est-ce que tu penses que si demain t'arrives là, il n'y aura pas quand même un manque quelque part à aller chercher autre mais chose? tu as toujours un manque puisque l'être humain de toute façon, il veut toujours aller voir derrière la montagne. Donc ça c'est humain. Si tu veux, le manque est humain. Mais si on doit être cartésien, se regarder dans les yeux sur une carrière honorable et se fixer des objectifs qui sont atteignables aussi, parce qu'à un moment, si tu veux, c'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut pouvoir les atteindre. Aujourd'hui, j'ai démarré avec des studios, puis ça a suivi par des immeubles, puis aujourd'hui, c'est des villas un peu plus sympas. Je poursuis le chemin qui devrait m'amener à ce chemin-là, mais il ne faudra pas faire d'erreur au niveau capitaux, parce que forcément, ces opérations-là, il peut y avoir du all-in, il peut y avoir du all-in qui est un petit peu plus risqué, puisque la concentration de cash que tu vas avoir à l'intérieur de l'opération peut t'exposer à des risques si tu ne revends pas, par contre. Bien sûr. Mais voilà. La plus grosse claque, Olivier, que tu as pu prendre dans ce métier, sur une opération, sur une négociation. Là, je parle vraiment d'anecdotes, de frissons. C'est quoi la plus grosse claque que le métier de marchand de biens ait pu te mettre? Alors, en termes de claque, C'est un locataire. Au moment où tu, au moment où tu le dis, tu réfléchis et tu te dis, est-ce que c'est une claque financière? Est-ce que c'est souvent des choses que tu as ratées, par exemple. Ouais, il y a ou pas appris. longtemps, on se baladait donc avec Julien et on est sur la descente de la Turbie, on voit un immeuble dans un virage, on dit
mais pourquoi on l'a On pas était fait dessus, ouais, tout à fait. Pourquoi on l'a pas fait? Parce que tu peux pas tout faire non plus. À un moment, ce qui est sympa, c'est on disait tout à l'heure comment tu trouves une affaire, mais nous, il faut savoir qu'en moyenne, on visite jamais moins de 12 opérations par mois. Sur les 12, il y en a quand même 4-5 qui sont bien, et si on en fait une, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà énorme, bien sûr. Tu as un taux de conversion qui est à 10%, voilà, même c'est pas, ce qui fait sur ce que tu t'as- visites. C'est ce qui fait que tu as cette connaissance du marché, parce que tu passes ton temps sur le marché. Bien sûr. Tout à fait. Donc aujourd'hui, une claque, c'est souvent celle qu'on n'a pas faite Oui, et qu'on trouve tu jolie. prends des claques Voilà. sur celles que tu n'as pas faites, plus parce que généralement, un marchand qui a de l'expérience, c'est rare qu'il prenne une claque. Je veux dire, le pire des sujets, il revend à l'équilibre de ce qu'il a acheté. Mais D'ailleurs, pour revenir à mon exemple de Don Juan, les claques qu'il prenait, c'était juste les femmes qu'il n'avait pas eues. ouais. Il n'en prenait pas des femmes qu'il avait. Ouais, tout à fait. Des fois, tu prends une claque Donc, parce c'est que du regret, tu dis du tiens, regret. non, mais je te donne l'exemple. Il y avait une maison qui était à vendre pas très loin d'ici, au quartier de la Touraka. Maison qui est restée à la vente 2,6 millions sur laquelle personne s'est positionné. Et un jour, j'ai un ami marchand qui l'achète, si tu veux, 2,6 millions. Alors, je me permets de l'appeler pour lui dire, mais écoute, ça fait 1 an qu'elle est à la vente, mais c'était un conseil vraiment bienveillant. Je lui dis, écoute, ça fait 1 an qu'elle est à la vente. Personne l'achète, pourquoi tu te positionnes dessus? Tu t'exposes au risque, sachant que lui, c'était pas un marchand local. Il m'a dit non, elle est mal présentée. Ben, finalement, il a eu raison, puisqu'il a revendu la même maison juste avec le permis de construire, puisque le permis de construire était déjà accordé. Donc lui, il a acheté la maison, Et le il permis. bénéficiait déjà d'un permis de construire. Il l'a revendue avec 1 million d'euros de marge. La même maison, qui était en vente depuis 1 an. Donc, si tu veux, c'est vrai que les claques que Ça, tu c'est prends, les opérations que c'est t'aimes. plutôt les autres qui te les... Non, Sans travaux, avec. alors, c'est plutôt les autres qui te les donnent, parce que là où toi, tes croyances personnelles ne t'y auraient pas emmené, tu te rends compte que finalement, ils ont quand même eu raison. Donc, des fois, il faut savoir aussi sortir La de remise ton en propre... question. C'est une remise en question, de sortir de ton propre raisonnement, ta propre méthode de calcul, et avoir une vision plus globale. Et je te dirais que les claques que tu peux prendre et la partie la plus difficile, c'est peut-être celle-ci. Ouais. Alors là, je sors un peu du sujet, mais c'est plus le côté plus entrepreneur, etc. Comment vous abordez une rencontre, une négociation? Je parle dans le non-verbal, dans la manière d'aborder les gens. Moi, je me mets la main dans les cheveux. Hein. Non. Non, plus sérieusement, Non, on a deux méthodes complètement différentes. c'est là où je veux en venir. Ouais, c'est-à-dire C'est que... quoi, comment t'abordes une rencontre, une négociation? Comment tu vas séduire quelqu'un, finalement? Bon, Moi, la négociation, c'est une séduction. Hein. Ouais, c'est une forme de séduction. Enfin, le très bon commercial est un très bon séducteur. Exactement. C'est pas quelqu'un qui va démarrer par l'objectif. C'est très rare que tu démarres dans une soirée en disant tiens, je veux ça. Ouais, tu vas non. découvrir les gens, tu vas aller. Oh, tu vas pas Et en l'obtenir. fait- et en gros, si tu veux, il faut avoir une capacité d'analyse de la situation et des gens que tu as en Tout à face fait, de ouais. toi. N'oublie pas qu'il y a tout le temps un humain. Les rares fois où t'as pas d'humain, c'est que tu tombes sur une banque qui a saisi un bien en faillite. Et là, encore, il y a un humain qui, ouais, il y a un il y en humain a qui décide à un moment. Qui décide ou qui choisit. Ouais. Mais tu vas toujours avoir un humain. Et donc là, en ce qui me concerne, c'est toujours d'être extrêmement humble, d'arriver d'écouter la capacité d'écoute est capitale, d'écouter et de saisir chez la Rebondir. personne l'affect, Tout à fait. Ouais. le petit chemin qui va faire que je vais rentrer et que je vais lui expliquer que cette maison, elle est pour nous. Pour nous. Ouais. Parce que, alors parfois tu as des personnes âgées, tu vas lui expliquer parce que l'image du marchand n'est pas bonne. Alors qu'en fait le marchand... C'est pour il ça que je dis reviendra souvent opérateur immobilier, Ouais, parce que tout à fait. marchand de biens, avec les années, alors je saurais pas te l'expliquer pourquoi, ça a une connotation aujourd'hui Péjorative. qui est péjorative Ouais. et négative. Alors, on ne sait pas pourquoi, parce que pour les gens, tu achètes moins cher que ce que ça coûte. Mais ce genre de cas-là sont très très rares en réalité. Ouais. Parce qu'il n'y a personne qui se lève en se disant je vais vendre mon bien moins 25 du prix du marché. Non mais alors il m'a Marchand coupé, avec non la mais il m'a coupé comme d'habitude. Je voulais Non, finir c'est mon pas vrai. explication. Excuse-moi. J'étais sur des personnes âgées il y a peu de temps et en fait il y avait beaucoup de candidats et j'ai pris soin de faire une lettre manuscrite. Ça va te paraître idiot. Épistolaire. Au stylo Très encre. séducteur, bon jeu. Où je leur ai mis que cette maison méritait le respect qu'ils y avaient mis à l'intérieur, que le seul fait d'arriver à la maintenir dans l'état dans lequel ils l'avaient portée pendant ces 50 années qui était leur maison, serait pour nous une fierté. Mais je le pensais. Bien sûr. Et en fait, ils n'ont pas voulu voir les autres concurrents. C'était pas Voilà. que stratégique, tu Non, l'as non, fait non. de... Non, parce qu'il a compris, et c'est le Bah raisonnement. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, on t'écoute. Non, il a compris ce que les gens attendaient en fait. Il voulait transmettre leur bien immobilier, mais dans le respect et la valeur de la vie que eux y avaient engagé. Donc,
C'est pour ça que c'est très juste ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est ce que peu de monde comprend, c'est que dans la négociation, tu as un humain et tu as une question d'angle. Si tu sais pas répondre à l'angle de la personne que tu as en face de toi, tu sauras jamais tirer profit finalement des situations. Parce que c'est ce que beaucoup de gens, je vois, oublient dans la négociation, c'est moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, je veux ça. Ok, mais non, mais si c'était mathématique, il y a longtemps que l'intelligence artificielle, le matin, te sortirait, tiens, il y a 12 affaires aujourd'hui, prenez-les. Exactement. Aujourd'hui, non, c'est pas ça, parce que chaque fois, tu as l'humain et tu as cette capacité. Et si on revenait sur les formations commerciales, il y a des milliers de choses à dire, mais les gens ont très peu de capacité d'écoute et de capacité de saisir chez l'autre. Ouais. Saisir chez l'autre son mode de fonctionnement. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est le fait qu'en fait, chaque situation est différente. Et prendre le plaisir de se dire là, j'ai réussi à faire cette affaire. Oui, oui, c'est une forme de plaisir aussi. Hein. On parle de marge, on parle de... T'as closé. Voilà. J'ai closé. Exactement. Tu rentres chez toi, t'as pas encore gagné, t'as pas encore fait ta marge. Par contre, t'as closé l'affaire. Tout à fait. Et généralement, je veux dire, quand tu parlais de rendez-vous, de romance, de séduction, tu le sens quand le feeling est passé, généralement. C'est-à-dire que tu sens si tu es un candidat sérieux et éligible. Et écouté et éligible. Voilà, exactement. Mais après, attention, il peut t'arriver un tas de bad beats, hein, parce que si tu veux, entre le moment où tu t'es déclaré acquéreur et le moment où tu vas chez le notaire, tu as un tas de gens qui peuvent intervenir, les cousins, la famille, ah mais non, il ne faut pas lui vendre à lui, et pourquoi, et tu ne l'as pas vendu assez cher. Et tu noteras, comme pour tout à l'heure, la passion, c'est souvent, tu vas dire, nous on s'appelle, et on dit, tiens, on a fait une opération, on ne dit pas on va faire une marge. Ouais, la victoire, c'est jamais la marge. Ouais, la victoire, c'est, tiens, j'ai réussi à l'avoir. J'ai réussi à faire cette opération. Ça, c'est dans le langage, c'est vraiment capital, parce qu'à la base, tu ne penses pas à ce que tu vas gagner, tu penses à ce que tu vas en faire, tu penses à comment tu vas le modifier. Donc nous, on est très travaux, un peu moins que Blaise, mais c'est en gros, qu'est-ce qui va rester de ma patte après. Et si je vais plus loin, parce que moi j'arrive à un moment de ma vie où je suis beaucoup, beaucoup plus âgé que vous, c'est toujours qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants. Comme valeur. Qu'est-ce qui va rester ? Il ne va pas rester, tiens, papa, il a fait 3 studios. Il va rester, qu'est-ce qu'il m'a transmis ? Et c'est ça. Et en fait, tu es un peu dans la même approche. Moi, aujourd'hui, je suis plus obsédé par ce que je vais transmettre, mais au sens général, que parce que je vais gagner demain. Par les valeurs plutôt que la valeur. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Mais c'est très important. Votre relation avec l'argent, sachant qu'on a parlé beaucoup d'argent, sachant que le marchand de biens, c'est censé être un faiseur d'argent, personnellement, c'est quoi votre relation à l'argent ? Il y en a 2. Une à titre personnel, une à titre professionnel. Moi, à titre personnel, sincèrement, je suis né avec rien. Et je considère qu'aujourd'hui, je suis hyper chanceux d'en avoir un peu. Mais par contre, j'adapte au niveau personnel ma vie à ce que j'ai. Je suis pas flambeur, je sors pas, je travaille beaucoup. Donc, c'est aussi un conseil à donner aux gens. Bossez beaucoup, vous dépenserez moins. Parce que si tu bosses tout le temps, c'est le secret de la richesse, en fait. Ou alors, peu d'argent, peu de dépenses. Hein. Et après, à titre pro, non, c'est une recherche permanente d'argent pour faire des opérations. Voilà, c'est 2 casquettes complètement différentes, pour moi. Après... Blaise ? L'argent, ouais, écoute, c'était mon moteur initial, puisque je rêvais étant petit de faire pas mal d'affaires, donc j'ai pas grandi dans une famille très aisée, mais j'ai pas grandi non plus dans une famille pauvre, dans le sens où j'ai manqué de rien globalement, mais rien dans l'opulence. Donc, si tu veux, les départs où j'ai commencé à gagner un petit peu, je me suis fait plaisir avec tout ce qui était voiture, hôtel, naninana. J'en reviens un peu après une certaine expérience aujourd'hui. Besoin d'un petit peu plus d'authenticité, de vraies valeurs, de partage avec les gens. Alors les voyages, je lésine pas sur les moyens parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je suis pas du tout en quête de show-off ni de dépenses démesurées qui ne me servira à rien. En outre, je te dirais que l'argent que je gagne sert plus à mes proches, ma famille, à mes amis proches et tout, parce que j'aime le partage. Donc si certains peuvent pas payer ce resto, peuvent pas payer ici, j'ai tendance à mettre full pour qu'on puisse acheter un moment. Okay. Tu vois, je suis plus en recherche d'acheter des moments que j'emporterai finalement avec moi, hein, puisque c'est la chose qu'on emportera, plutôt que du matériel. Mais la relation à l'argent, c'est pas... Il en faut. C'est un moyen qui est inéluctable aujourd'hui. Tu es obligé d'en gagner pour déjà tout maintenir. Dis-moi, t'as pas dit qu'il restait que 20 minutes parce que sur une question basique, il te fait une demi-heure. Donc ça va être compliqué de finir dans les temps. Pour finir sur l'argent, est-ce que finalement, on sait pas
comment on est avec l'argent que quand on commence à en gagner un petit peu. Ah, tout à fait. Non, bonne réflexion. Ouais, très bonne réflexion. Très bonne réflexion. Ouais. Parce qu'avant, ça reste un Qui tu fantasme. es avec l'argent après en avoir manipulé. Parce que, Voilà. je te donne un exemple, je pense que Olivier et moi aujourd'hui, tu nous donnes 200 millions d'euros en plus. Aujourd'hui, ça nous servira très certainement beaucoup, mais on va pas changer de nom. On va pas changer de Ouais. personne. Notre Moi, vie voire va pas même, changer. sincèrement, si aujourd'hui, par exemple, tu dis, tiens, tu vas gagner au loto 10 millions, ça viendrait contrarier toute mon existence parce que j'ai considéré que le seul moyen d'y arriver, c'était de C'est travailler. travailler, tout à Et fait. que si tu me fais ça, ça fout en l'air tout ce que j'ai Ouais, construit. ouais. Donc, en fait, je souhaite pas. C'est Du coup, limite je joue pas au frustrant, loto. ouais. Voilà. C'est limite tout à fait. frustrant en fait. Ouais. Ouais. Ouais, Et c'est une bonne réflexion parce que souvent, entre amis, on se dit si tu gagnes le loto, si tu gagnes le gros lot, qu'est-ce que tu fais? Ma réponse très souvent, on me croit pas hein, parce que tout le monde veut gagner beaucoup d'argent. Je pense que à mon âge, ça me frustrait beaucoup. Et Je ouais, serais tout à très fait, parce frustré. que sur la pyramide des besoins, la réalisation de soi-même, elle est très très Ben, importante. en fait, j'ai peur de m'ennuyer derrière, de me Ah dire, ouais, en fait, je suis arrivé à un certain Bien sûr. stade où je fais OK, mais comment je vais faire Ben, cet parce argent-là? que si tu veux, le principe de l'argent, c'est que te payer des vacances, tu en tires un bénéfice parce que tu as travaillé avant. Exactement. Tu t'achètes une belle voiture, Complètement. tu en tires un bénéfice parce qu'en fait, tu as beaucoup travaillé pour l'avoir. Donc, si on t'enlève ça et qu'on te dit, voilà, full money, demain matin, tu fais ce que tu veux, Ça semble pas l'ennui légitime. et l'oisiveté, qui est mère de beaucoup de vices, peut vite s'installer aussi. Et aujourd'hui, ton loto, c'est tous les jours. C'est ta femme, tes enfants, tes amis, ta famille. Ce que tu ça, fais. c'est le loto. Ouais, ouais, tout à c'est fait. un vrai loto. Parce que ça, tu peux pas te l'acheter. Tu vois, l'authenticité ne s'achète pas. Bien sûr. Donc, si t'as ça, bah, t'as gagné tous les jours au loto et donc t'es bien. Clairement, tout à fait. Mais des fois, c'est peut-être pas facile de s'en rendre compte. Mais au après, début, c'est propre. Je pense que c'est propre à chaque personne. Mais ta réflexion très juste, on peut savoir qui on est avec l'argent après en avoir eu. je pense, ouais. Très très juste. Pour rebondir sur le marchand, c'est quoi le rôle du marchand dans le marché immobilier? J'adore ta question. Parce que je suis frustré de l'image qu'ont les gens du marchand. D'abord, un Ouais, tu me marchand, l'as souvent dit, ça. c'est quelqu'un qui solutionne des problèmes. Combien de fois on solutionne des problèmes de succession, des problèmes de tension dans la famille, des problèmes de gens qui ont besoin dans 1 mois et demi d'avoir de l'argent, sinon tout capote dans leur vie, et toi t'arrives et tu le fais. Donc ça, on l'évoque jamais. Pour moi, le marchand, c'est un solutionnaire du litige. Le deuxième rôle qu'on n'évoque pas, le marchand, c'est quelqu'un qui est capable, et on en a la preuve dans ce quartier ou à la Toraca au Quebrune, de restructurer un paysage urbain. Ouais, un quartier Là, entier, hein. là où les pouvoirs publics ne vont pas, mais aujourd'hui, si tu te balades à la Toraca, et où Ouais, 100% des maisons ont été 100% des achetées. maisons ont été faites par des marchands, mais ça a restructuré le paysage. Et au milieu, quand tu vas balancer 2 millions d'euros de travaux, dans ces 2 millions d'euros, tu vas avoir 400 000 de TVA, tu vas avoir des ouvriers qui ont bossé pendant 2 ans, qui ont été faire leurs courses ici, qui ont vécu ici, qui ont loué des hôtels, tu draines ouais, une clientèle économiquement, qui est pas bien la sûr. même, tu restructures un quartier, ça s'entend jamais. Donc, du tout à coup, il y a un sentiment de fierté, d'embellissement urbanistique, en fait. Mais c'est le rôle initial du marchand. Ouais. C'est-à-dire que normalement, par exemple, des immeubles, qui restructurent aujourd'hui des immeubles, tu n'as que des marchands de biens. C'est-à-dire que donc tu peux changer le paysage de certains centres-villes qui sont vétustes, qui appartiennent à des propriétaires privés. C'est pas la commune qui va se réveiller un matin et qui va lancer des campagnes de travaux pour embellir. Ils vont faire appel à des porteurs privés qui vont justement réhabiliter des centres-villes en concertation avec des pouvoirs pour tout ce qui est aménagement urbain. Donc oui, normalement, le rôle initial du marchand, c'est vraiment l'embellissement du paysage, de l'architecture. Pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que du coup, il faut avoir des relations dans le Politique. politique pour réussir Politique, je te avoir dirais, certaines- c'est un grand mot. C'est-à-dire que C'est un mythe. En fait, c'est tout un à fait. mythe. Parce que C'est le un politique vrai ne mythe. t'aide jamais. Hein. Non. À la limite, il t'aide en ne te nuisant pas. Mais ce n'est pas t'aider. Généralement, tu as des relations avec les services de l'urbanisme de ta commune qui sont pas forcément des politiques au sens propre du terme, puisque ça reste des instructeurs. Donc, généralement, il n'y a pas de passe-droit. Hein. Celui qui Non, parle de il y a passe-droit pas. aujourd'hui... Et puis aujourd'hui, c'est impossible. Par Ouais. contre, ce qui est bien, c'est d'avoir des règles et d'exploiter au maximum Non, mais les les règles, règles tout à fait, existantes. On n'est pas là pour pousser les curseurs. On est là pour les connaître et s'adapter à ce qui Surtout existe. pas toi. J'ai une question qui me vient comme ça. Quelle relation ou quelle importance vous mettez à vos prescripteurs d'affaires? Très haut. Parce que c'est comme ça que tu trouves les affaires, et c'est une question d'ailleurs qu'on n'a peut-être pas abordée ce soir, mais qui à mon sens serait une des plus importantes à aborder dans le métier de marchand de biens, c'est
Et c'est ce que je pense même beaucoup cherchent au travers de formations, et c'est pour ça qu'ils s'inscrivent à des formations dans lesquelles on leur vend des méthodes fiscales et des montages quand eux ils cherchent la vraie réponse, c'est comment je trouve une affaire. Olivier, ta technique par exemple, enfin tes Non, techniques. il y a pas une technique. Il y a plusieurs Déjà, ce qu'il faut dire, il n'y a pas une technique. Il y a des réseaux, il y a des faisceaux de relations. Tout à fait. Et la relation, elle va d'une personne lambda vraiment à une personne professionnelle. Ça va d'un jardinier. Sache que si aujourd'hui tu valorises une personne lambda, et ça dans mon métier de gestion de patrimoine, je le vois tous les jours, quelqu'un à qui tu apportes de la considération quand dans sa vie normale il n'en a pas trop, il cherchera toujours à t'amener une affaire. Toujours t'aider. Donc moi j'ai un grand respect, c'est-à-dire que même si parfois on a promis quelque chose et que nous ça a pas marché comme on souhaitait, ce quelque chose tu le gardes. Ouais, tout à fait. Ouais, savoir perdre pour savoir gagner. Tout à fait. Demain te dire tiens j'ai encore quelque chose. Ouais, tout à fait. On revient à l'humain, c'est le social qui va derrière apporter. De toute façon là l'IA pourra rien faire pour toi en marchant. Ouais. T'as essayé de lui demander de finir les travaux ici ou pas, l'intelligence? Ouais, ils m'ont fait la partie de la table. Ah ouais. J'ai pété. Finis-moi ce carrelage. C'est ça, c'est sympa. Non mais ouais très important. L'humain est au cœur des affaires de toute façon puisqu'une affaire ne sort pas seule. Après, tu as plusieurs réseaux pour trouver des affaires. Le premier reste celui des agents immobiliers, qui normalement sont les premiers au courant. Donc les agents immobiliers, forcément, faut que tu aies de bonnes relations et une bonne entente avec eux pour qu'ils te privilégient, toi, au lieu d'un autre marchand ou au lieu même d'un particulier qui cherche tout simplement une affaire. Bon, généralement, l'intérêt de l'agent immobilier, c'est qu'il va le vendre 2 fois, puisqu'il te le vend une première fois à toi, et il te le revend une 2e fois lorsque tu le ressors à la vente. Mais est-ce que ça maintenant c'est pas devenu juste normal en fait, dans les mœurs du marchand, etc. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour séduire les agents immobiliers? Non mais déjà il y a trouver une bonne affaire et faire la bonne affaire. Ouais, tout à fait. Parce qu'entre trouver et faire, c'est souvent ta réactivité qui est essentielle. Qui fait la différence. Ouais. Combien de fois, alors Blaise est spécialiste de ça, tu vas dire oui en 1 minute. Combien de gens peuvent dire oui en 1 minute? Ouais, tout à fait. Donc c'est ça. Et quand tu disais le poker, l'adrénaline, c'est la réactivité. Elle est là. Parce qu'une fois que tu as dit oui, tu peux plus faire marche arrière. Bien sûr, tout à fait. Donc ça c'est, je trouve oui, mais comment je la fais? Comment je mets ce que j'ai sur la table en 1 minute pour dire ok, on y va, c'est temps. Et une fois que tu as fait ça, les intervenants qui t'envoient du monde savent à la fois ta qualité de réaction et ta capacité de ce qu'on appelle aller au bout. Aller au bout et respecter tes engagements. Ben ouais, parce que faut pas oublier, tout à l'heure on parlait de questions d'angle. Quand vous êtes 2, l'agent immobilier, ton opération, je vais te dire pas il s'en fout, mais lui, il est là pour faire sa commission. Ouais, bien sûr. Toi, tu es là pour faire ton opération. Donc lui, au plus tu vas lui assurer quelque part sa commission, au plus lui, il sera engagé à tes côtés. Après, marchand, je pense que plus tu rayonnes et plus on va penser à toi. C'est quand même un métier de proximité puisque plus tu vas avoir de biens à la vente et de programmes en cours, plus tu vas parler avec les agents immobiliers parce qu'ils ont besoin d'infos sur les produits que tu as à la vente, parler avec les notaires parce que tu vas avoir des sujets sur ton assiette foncière, tes limites de propriété. Les particuliers aussi. Les particuliers, quand tu as fait dans un quartier exactement une opération, le voisin dit... Te dis, attendez, lui, il achète. Tout à fait. Si vous voulez, je vends et vous pourriez faire la même chose. Mais c'est ce qu'on appelle... Mais c'est ce qu'on appelle rayonner. C'est-à-dire que plus tu fais et plus on va t'en proposer. Donc c'est un métier où il faut quand même être vachement visible pour que les gens te privilégient toi au lieu d'un autre pour te donner une opération. Donc forcément, avoir des produits à vendre va t'amener d'autres affaires à acheter. Donc comment trouver l'affaire? Voilà, au niveau des agents immobiliers, on va dire que c'est le premier grand principe. Après, dans les affaires, tu as des canaux qui sont un petit peu sortis des sentiers battus comme tout ce qui est institutionnel, puisqu'aujourd'hui tu as des grands institutionnels qui sont des propriétaires fonciers, comme par exemple le CE de la SNCF, ils sont énormément propriétaires terriens en France, le CE d'EDF sont propriétaires terriens, donc ça c'est ce qu'on appelle les réseaux institutionnels, l'Église, la SPA, la Ligue contre le cancer. Tu rentres dans des réseaux qui peuvent être intéressants parce que là, il n'y a pas d'affect.
Ouais. C'est-à-dire que là, quand ils vendent, eux, ils réfléchissent uniquement à une valeur. Aujourd'hui, quand tu arrives face à un propriétaire, il peut raisonner avec l'affect parce qu'il habitait dedans, parce qu'il a sa vie, parce qu'il a vécu des moments formidables. Alors lui, il estime que les moments formidables qu'il a vécu à l'intérieur de ce produit-là, ça vaut tant. Souvent, ça fausse un petit peu le marché, tu sais de quoi tu parles puisque tu es confronté tous les jours à ça. Et dans les réseaux institutionnels, tu vas pas avoir ce genre d'affect puisque globalement, tu as des directeurs fonciers qui disent C'est on notre arbitre. langue, en fait. Voilà, C'est notre exactement. langue. C'est une autre langue, c'est on vend pas. Si on vend, combien ça coûte Ok. tant. Et là, tu Ouais. peux trouver des canaux intéressants. Après, nous, on a aussi une approche particulière, c'est que ça fait 35 ans que j'ai un cabinet de gestion de patrimoine, donc 35 ans que je tisse des relations avec des clients. Parfois, j'en suis la 3e génération. Donc, Ils te à font un confiance moment comme donné, acquéreur. Ce Bien lien sûr. qui a été créé, La hein, crédibilité, la différence entre une relation, c'est qu'elle se pète assez facilement, le lien ne se casse pas. Et quand il y a ce lien, la première personne qui vont venir voir, c'est moi. C'est le Et conseiller. à un tout moment fait. donné, il m'arrive très souvent d'avoir le discours, voilà, votre bien peut être vendu tel prix, ça prendra 6 mois, 8 mois, 1 an, je ne sais pas. Aujourd'hui, moi, vous me connaissez, on va offrir tant, mais vous allez l'avoir maintenant et ça va aller au bout. Donc, je vous Voilà. conseille de me le vendre à moi. Voilà. Très séduisant. Mais c'est une très bonne approche. Et Tout à on fait, parce que arrive, tu leur laisses quand même le bien sûr. choix du délai, parce que ce que tu Ah, dis. souvent, je leur dis, vous avez tout le temps jusqu'à demain. Ouais, voilà. C'est bien, on arrive plus ou moins au bout du podcast. J'ai une question, c'est si vous pouviez vous envoyer un message, Olivier, par exemple, à toi-même au début de ta carrière, ça serait quoi? Fais ce que tu aimes, donne-toi les moyens d'arriver où tu veux aller et respecte les autres. C'est beau, Blaise. Bah maintenant, ça va être dur. Non. Passer après ça, c'est pas facile. Non, moi je me suis toujours dit, j'ai commencé tôt, mais je me suis dit pourquoi j'ai pas commencé plus tôt. Parce que la volonté de commencer plus tôt, je l'avais. Et j'ai attendu d'avoir l'âge de pouvoir échanger avec certaines personnes. Parce que forcément, quand je suis arrivé jeune, moi à 26, j'avais pas ou peu de taux de crédibilité face à certains acteurs qui avaient déjà réalisé toujours le problème de l'âge. des opérations. Donc la seule phrase que je me suis souvent répétée, c'est tiens, t'aurais dû commencer un petit peu plus jeune. Mais très content de ce parcours-là. Si c'était à refaire, je referais exactement le même. Et la vraie plus-value, puisqu'on parle de plus-value, c'est de faire quelque chose qu'on aime, je pense. Je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est toi qui vois, nous on avait encore environ 7h30 Ouais. de débat qu'on pouvait animer. Maintenant, t'es fatigué, c'est normal. Pas du tout. Tu as quand même un Pas âge du plus tout. avancé. Si je dois vous demander de raconter une histoire, un truc percutant que vous avez vécu professionnellement. Alors je vais démarrer. D'abord, moi le soir, souvent avant de rentrer, je fais un tour en scooter partout. Et le matin, pareil, des fois à 6h du matin, 5h, Ouais, je moi fais un j'aime tour. beaucoup aussi. J'adore ça pour voir où les nouveautés, où s'il y a un panneau à vendre, où s'il y a une opération, où si. Et un jour, on me dit, va à tel endroit, donc qui était la montée qui va vers la Turbie. Il y a une personne, elle veut vendre, mais malheureusement, ils sont partis. Et donc, à 18h, je me dis, il faut que je trouve quand même ces gens, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et je saute, sauf que je suis souvent habillé en costume, je saute par-dessus la barrière et mon costume reste accroché derrière. Quand j'atterris, j'ai explosé le costume en entier, il n'y a plus rien derrière. Et je dis, waouh, ça démarre mal. Et en fait, j'arrive à trouver le contact de ces gens qui sont pas là. Et j'arrive à trouver qui ils sont. Je cherche. Je trouve leur téléphone, je les appelle. Il envoie sa veste. Fatalité. Pour leur dire, Je regardez raconte- jusqu'où je suis allé pour Je vous. raconte l'histoire de la veste en disant combien je suis déterminé. Acheter. Et le type était sensible. Ça, il me dit, mais vous renoncez jamais. Je dis, bah non, parce que j'adore l'endroit. Je rêverais d'être là, etc. Ce type s'est pris en affection. On a bouclé à distance l'opération, et c'est une des opérations qui a été la plus rentable, alors qu'au départ, c'était une escalade de barrières sur une balade en scooter. Donc le conseil que tu donnes, c'est escalader les barrières et aller en gros au bout, quoi. Pas forcément, mais la Non, c'est détermination. bouge-toi, Ouais, c'est bouge-toi, bouge-toi. Donc Ne celle-ci, crois t'as pas. été la chercher. Mais tout, tu vas aller chercher. Si tu crois que t'attends dans le fauteuil et puis ça va venir, non. Et c'est ce plaisir-là. Justement, tout à l'heure on a parlé d'argent, mais à un moment donné, l'argent n'achète pas cette adrénaline. Bien sûr. Donc tu Le vas fait de avec ton closer, scoot. ça, ouais. Mais moi, tu je l'as suis avec. pour- On dit souvent, il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. En fait, ce qui t'excite le plus, c'est ce que tu vis, pas forcément ce que tu en retires pécuniairement à la fin, parce que Complètement. c'est l'expérience de chaque Le jour. process. C'est Et les toi, alors process raconte-en une spectaculaire. spectaculaires. Elles me viennent pas comme ça. Si je dois t'en raconter une qui est peut-être un peu plus triste, mais qui a son lot expérimental.
On achète un immeuble à la frontière de Monaco, donc on est sur Beau Soleil, vraiment ultra bien placé. On achète cet immeuble assez bien, il y avait 12 logements et un local commercial qui était loué à un carrossier pour une poignée de figues. Et les locataires d'habitation qui étaient des locataires avec peu de revenus et des loyers très bas pour Beau Soleil. Peu de temps après qu'on achète l'immeuble, on avait à peine signé le compromis, une monégasque nous approche, nous dit voilà, moi, l'immeuble, je vous le rachète avec une marge qui était très intéressante pour nous, à temps, mais je veux pas un seul locataire à l'intérieur, hormis le local commercial. Que vous pouvez, puisque de toute façon, il y avait un bail commercial, donc il aurait été impossible et utopique de le dégager pour nous de le faire. Toujours est-il qu'on n'a pas eu besoin de discuter avec cette brave dame qui est partie d'elle-même quelques semaines plus tard sans qu'on lui donne quoi que ce soit. Mais si tu veux, on a failli carrément arrêter le deal avec la dame et se dire écoutez, on sera pas en mesure de vider l'immeuble dans le délai que vous nous avez imposé, puisque clairement les composantes et l'humanité que nous on se devait d'avoir quelque part et pas seulement la notion d'argent. Bon, bah après on a eu des vents favorables. Sur les 5 restants, ça a pas été facile. Il a fallu faire un bras de fer assez important, mais tu vois, on a dépensé un tiers de la somme à la fin qu'on avait prévu. Donc on était assez fiers de notre truc. L'anecdote, elle est pas folichonne, un peu plus triste. Mais voilà, il m'est venu celle-là en tête sur ce que tu m'as demandé. Humainement, à un moment donné... humainement, tu vis beaucoup de choses, bien sûr, parce que tu es confronté à l'humain. Mais on a fait que ça depuis le début, on te parle que d'humain. Pourquoi on n'a pas encore réussi à digitaliser à fond l'IMO au même titre qu'on a digitalisé comme d'autres métiers, comme le transport, comme la nourriture, comme un tas de choses? C'est parce que l'humain est au cœur de l'immobilier. Donc c'est difficile à digitaliser, en fait. Totalement d'accord. Je pense qu'on arrive au bout de cette séance. Merci d'avoir suivi ça. On était avec 2 pépites qui étaient Olivier Taboué et Blaise Bourquiza, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.